Les nations sont-elles un obstacle à la paix? La question qui nous est ainsi posée, vous l'avez suggéré, est comme ces questions de sondage qui suggèrent assez nettement la réponse. Dès lors que l'on rapproche nations et obstacles à la paix, la cause semble entendue. À d'autres époques, on aurait posé la question autrement. Au XVIIIe siècle ou au début du XXe, on aurait demandé: le régime monarchique ou aristocratique ne favorise-t-il pas la guerre? Vers l'an 1900, on aurait demandé plutôt: le capitalisme n'apporte-t-il pas la guerre? Comme la nuée porte l'orage, répondait Jaurès. Chaque époque a ses obstacles à la paix ou ses fauteurs de guerre. Aujourd'hui, nous inculpons spontanément la nation, ou du moins le nationalisme, mais les deux nous semblent inséparables. Si ce diagnostic est si répandu, c'est qu'il semble découler irrésistiblement, Joël Gobert l'a rappelé, il semble découler irrésistiblement des expériences historiques faites par les Européens dans la première moitié du XXe siècle. Période à nos yeux définie par les deux grandes guerres, nées en Europe et devenues mondiales, ces guerres qui réclament que nous en tirions une leçon proportionnée à leur ampleur, que Raymond Aron disait hyperbolique. Et cette leçon tirée des guerres hyperboliques, c'est aujourd'hui l'inculpation, ou plutôt la condamnation sans appel de la nation, de la forme nationale. De fait, si nous reprenons le fil de l'histoire européenne, à partir du printemps des peuples, à partir de 1848, nous voyons sans aucun doute le nationalisme ou les passions nationales devenir un facteur politique de plus en plus virulent. Nous les voyons préparer puis alimenter la Grande Guerre, celle de 1914-1918, avec ses suites, communisme, fascisme, nazisme et, au terme, une Europe en ruine et la plus grande partie de la population juive d'Europe anéantie. Dès lors, à partir de 1945, s'imposa l'objectif de bâtir une Europe unie qui, de quelque façon qu'on l'a conçue, dépasserait en tout cas la forme nationale et laisserait derrière elle l'Europe des nations et des nationalismes. Ainsi s'installa parmi nous une opinion non seulement dominante, mais, si j'ose dire, gouvernante, que l'on peut résumer ainsi: la division de l'Europe en nations conduit nécessairement à la guerre et aux pires dévastations, et une Union européenne fédérale, ou en tout cas post-nationale, est la garantie de la paix européenne. Je viens de souligner le caractère non seulement plausible, mais pour ainsi dire irrésistible de cette opinion. Il convient cependant de suspendre quelques points d'interrogation au-dessus de ce grand récit, non pas pour le réfuter, en lui substituant un autre grand récit qui prétendrait livrer enfin la vérité historique, mais simplement pour relever certaines faiblesses patentes de l'histoire que l'on peut dire officielle. Première étape de mon propos. Ensuite, j'essaierai de définir de façon plus précise la forme nation, en faisant ressortir la spécificité et en particulier l'ambivalence en ce qui concerne son rapport à la paix et à la guerre. Enfin, je m'efforcerai de dégager certains caractères de la situation présente, alors que nos âmes sont partagées entre les vieilles nations, nos vieilles nations qui ne veulent pas ou ne peuvent pas mourir, et la nouvelle Europe qui ne sait pas comment naître. Premier point donc, quelques faiblesses de l'histoire officielle ou autorisée. Alors, bien sûr, je ne vais pas reprendre pour elle-même la question si labourée des causes du déroulement et des suites de la Grande Guerre. Il serait d'ailleurs absurde de contester que l'exacerbation des nationalismes a sa part, qui est grande, dans le désastre européen. Mais le nationalisme, ou les passions que l'on met à son compte, n'affectent pas seulement les nations proprement dites. Nous négligeons trop souvent le fait que, parmi les protagonistes principaux de la Grande Guerre, il n'y avait pas seulement des nations, au sens propre du terme, mais aussi des empires. Et des empires, précisément, multinationaux.
Or, comme on le sait, la conduite des empires, pour ne pas aller plus loin, la conduite des empires joue un rôle décisif dans le déclenchement des hostilités. L'ultimatum autrichien à la Serbie, puis la mobilisation précoce ou précipitée, en tout cas embarrassée de la Russie, ces deux éléments déclencheurs de la mécanique infernale sont étroitement liés à la condition d'empire, si j'ose dire, de l'Autriche et de la Russie. Quant à l'Empire allemand, s'il n'était pas multinational, il était entraîné par une dynamique d'expansion impériale en Europe, comme on le vit tout particulièrement après l'effondrement du front russe, dynamique d'expansion vers l'Est, qui relie plus étroitement qu'on ne le reconnaît souvent l'empire de Guillaume II au Troisième Reich. En tout cas, parmi les éléments déterminants de la guerre, il faut compter les contraintes et les embarras, bref, ce que j'appellerais l'incompétence pratique des empires austro-hongrois et russes. Or, la forme de nation et la forme d'empire sont deux formes politiques très différentes. De sorte qu'on pourrait soutenir que l'Europe de 1914 a sombré, non pas parce qu'elle était constituée de nations, mais au contraire parce qu'elle n'était pas suffisamment constituée selon le principe national, que la part annelle des empires multinationaux était trop grande. Ces empires que les traités de paix après la guerre s'efforceraient de ramener à leur nation constituante, sans succès, comme nous le savons trop. Si maintenant, sautant par-dessus la guerre de 30 ans, 1914-1945, nous considérons la manière dont s'engagea la construction européenne, nous ferons la remarque de bon sens suivante. Nous avons une tendance fâcheuse à personnifier en quelque sorte l'Europe. Nous parlons de la construction européenne comme si elle était le produit ou le résultat d'une action européenne, comme si, en somme, l'Europe construisait l'Europe et que, petite Europe, deviendra grande. Or, si nous nous reportons au commencement, et ces commencements durèrent longtemps, ils ne sont d'ailleurs pas achevés, pour ainsi dire, tout ce qui s'est passé en Europe pour la construction européenne a été construit par les nations. D'abord, bien sûr, la France et l'Allemagne, le couple légendaire, si j'ose dire, de l'histoire européenne, mais aussi l'Italie, l'éternel oublié de cette même histoire. Ces sommaires rappels historiques, qui ne vous ont rien appris, n'ont d'autre ambition que de suggérer que le rôle du fait national ou de la forme nationale dans les guerres et les catastrophes du XXe siècle tend à être, disons, exagéré, tandis que le rôle des nations dans la construction de la paix européenne tend à être oublié. Disant cela, je n'avance pas de thèse sur les ressorts de notre histoire politique, je souhaite seulement relever, disons, la fragilité ou certains éléments de fragilité de la thèse historique courante sur laquelle, pourtant, nous prétendons appuyer nos démarches politiques. Il est temps de préciser les contours de la forme nationale que j'ai distinguée de la forme impériale. La forme nation, donc. Pour en rassembler les traits significatifs, il est bon de partir du moment révolutionnaire français, quand la nation devient la forme de référence de la vie commune en Europe, quand les Européens se comprennent politiquement de plus en plus selon le principe des nationalités. La nation leur apparaît de plus en plus comme la meilleure manière, la manière enfin trouvée d'ordonner la vie commune et d'en prendre conscience et connaissance. Cette forme d'être et de connaître qu'est la nation se distingue de la forme impériale par deux traits décisifs. Premier trait, la forme nation tend à être définie, à avoir une forme précisément. Elle tend à se circonscrire. Elle tend vers ce que les Français appelaient les frontières naturelles. Deuxième trait décisif, la nation tend à l'homogénéité intérieure. Ces deux traits sont solidaires, comme sont solidaires les deux traits opposés qui caractérisent la forme impériale. L'empire tend à s'étendre indéfiniment, premier point, et second point, il s'accommode de l'hétérogénéité intérieure, il rassemble des peuples divers et autant de langues diverses.
Un troisième trait de la nation, qui se rattache aux deux premiers, est pour nous politiquement le plus important. La forme nation favorise et, pour ainsi dire, appelle la démocratie ou le gouvernement représentatif. Puisque dans le régime démocratique, l'ordre politique de la communauté est issu tout entier de cette communauté elle-même, eh bien, l'opération est d'autant plus aisée que cette communauté est circonscrite et homogène, comme l'est la nation. La nation, circonscrite et homogène, appelle un gouvernement représentatif qui, de son côté, appelle la forme nationale. Au contraire, l'Empire, plus généralement, pourrait-on dire l'ordre ancien, l'ancien régime, est beaucoup moins soucieux de parvenir à une forme circonscrite et homogène, puisque le prince, l'empereur, gouverne au nom d'un principe de légitimité qui lui est propre, son gouvernement n'est pas représentatif, et ses peuples, au pluriel, peuvent rester largement étrangers les uns aux autres. Plus généralement, dans l'ordre ancien, impérial ou l'Ancien Régime, la vie commune est ordonnée par des institutions transnationales, l'Église, la dynastie régnante, les familles aristocratiques. Ainsi, la démocratie représentative est le régime et la nation est la forme de ce qu'on pourrait appeler l'intériorité politique. L'intériorité politique, c'est-à-dire ce qui se passe lorsque le corps collectif, le corps civique, entend se produire lui-même à partir de lui-même. S'il en est ainsi, on doit s'attendre à ce que la nation soit la forme politique pacifique par excellence. Forme de l'intériorité politique, elle se regarde elle-même et se suffit à elle-même. Pourquoi regarderait-elle vers l'extérieur, encore moins pour faire la guerre? De fait, ce fut un lieu commun de l'idéologie républicaine que, si les rois faisaient trop volontiers la guerre, les peuples organisés en république auraient toutes les raisons d'être pacifiques. Et nos républicains furent prompts à attribuer la responsabilité de la Grande Guerre au caractère féodal et aristocratique du régime de Guillaume. Quelle que soit la part de vérité de ces appréciations ou de ces perspectives, il ne fait pas de doute pourtant, l'expérience est là, que les nations démocratiques ou en voie de démocratisation des XIXe et XXe siècles, ces nations n'ignorèrent pas l'impulsion guerrière et conquérante. En particulier, Joël Gobert le rappelait, sous la forme de l'expansion coloniale. Il faut nous arrêter sur ce caractère expansif de la nation, pourtant démocratique ou en voie de démocratisation. Avec la nation démocratique ou en voie de démocratisation, les Européens eurent le sentiment très vif d'être parvenus à la forme achevée de la conscience de soi collective, au sommet de la civilisation et au terme de l'histoire de l'esprit, pour reprendre ici quelques-uns des termes glorieux que les Européens firent sonner à cette époque. Tout cela alimenta une irrésistible conviction de supériorité à l'égard, à l'intérieur de nos nations, des formes anciennes de la vie, en particulier la vieille religion de l'Europe, et à l'extérieur, sentiment de supériorité à l'égard des populations ignorantes de ces possibilités de la vie collective qu'étaient la nation et la démocratie. D'où l'impulsion de soumettre à l'intérieur la vieille religion, à l'extérieur les populations jugées retardataires ou moins civilisées, et aussi, bien sûr, entre les nations européennes, une rivalité intense, chacune voulant incarner la forme par excellence de la nation-civilisation, c'est-à-dire de la conscience de soi de l'homme européen, sommet auquel on était parvenu, de la conscience de soi de l'homme rationnel. D'où le grand débat, un autre grand débat à une autre époque, d'où le grand débat entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne pour décider de quelle nation avait produit la forme humaine la plus satisfaisante, la plus éclatante. On peut ajouter que le travail d'homogénéisation, ou pour le dire plus noblement et sans doute plus exactement, le travail de production du commun par la construction d'un réseau de communication, par l'organisation de la production agricole et industrielle,
par l'accès du plus grand nombre possible à une éducation nationale partagée, à la fois pour les besoins de l'appareil productif, mais aussi dans le but alors désintéressé de porter au jour la plus belle forme humaine. Bref, ce travail d'homogénéisation et de production du commun par et pour le progrès de la civilisation réclama et suscita un prodigieux déploiement d'énergie collective qui contribua à coup sûr à alimenter des pulsions expansives et finalement guerrières. Expansives et guerrières à l'égard des peuples hors d'Europe et guerrières y compris à l'égard des autres peuples européens. Ces indications très rapides font ressortir l'énorme ambivalence de la forme nationale et démocratique en ce qui concerne la paix et la guerre. Régime et forme de l'intériorité collective, de la production du commun, elle est tendanciellement, pourrait-on dire, la plus pacifique que l'on puisse imaginer. Support de la conscience de soi collective la plus exaltée, elle nourrit un sentiment de supériorité spirituelle et politique qui peut aisément muer en un désir de domination, éventuellement implacable. Avertis de cette ambivalence, nous éviterons les slogans et nous serons attentifs aux circonstances. Précisément, où en sommes-nous aujourd'hui? Ce sera mon troisième et dernier point. Notre situation, en France et en Europe, n'est pas aisée à cerner et à caractériser. Je crois cependant que l'esquisse suivante n'est pas trop éloignée de la vérité. Pas trop éloignée. Premier point. Nous vivons encore principalement dans nos nations, ou selon la forme nationale. Bien sûr, les sociétaires voyagent, font leurs études à l'étranger, vont travailler à Londres ou à Montréal, et les représentations collectives, les moyens de communication nous persuadent que nous vivons dans le village global. Pourtant, dès que la crise frappe, comme en 2005 avec les émeutes des banlieues ou aujourd'hui avec les gilets jaunes, nous nous regardons nous-mêmes, nous n'avons aucun doute que la crise est nôtre et se passe en France, qu'il s'agit d'une crise française, qu'il s'agit de nous dans la forme nationale que nous avons reçue de l'histoire et qui continue avec nous. Donc, je crois, nous vivons encore principalement ou de manière déterminante dans nos nations. Tel est le fait. Mais c'est un fait qui a perdu, si j'ose dire, son droit. C'est une réalité empirique, elle est vérifiable, par exemple dans les moments de crise, je viens de le dire, mais une réalité qui a perdu son autorité sur nos âmes. C'est un état de fait auquel nous ne savons plus donner un sens. Pour employer un mot trop commode peut-être, mais qu'il est difficile d'éviter dans ce contexte, la nation forme le cadre factuel de notre vie, mais un cadre qui a, parmi nous, largement perdu sa légitimité. Où est alors la légitimité politique pour nous aujourd'hui? On est tenté de dire elle réside dans l'Union européenne, ou mieux, dans l'idée européenne. Que l'idée européenne ait acquis une autorité considérable parmi nous, cela n'est pas douteux. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit investie de la légitimité politique. Si c'était le cas, l'Union européenne ne se trouverait pas dans le désarroi politique que nous connaissons. Je dirais les choses ainsi. Tandis que, dans l'ordre classique de la nation européenne moderne, le corps politique se produisait lui-même à partir de lui-même, pour reprendre l'expression que j'ai déjà utilisée, aujourd'hui, la légitimité nous vient de l'extérieur. On est tenté de dire, et ce n'est pas faux, que la légitimité réside pour nous dans l'humanité. Mais l'humanité n'existe pas comme réalité politique. En pratique, nous apparaît légitime, revêt à nos yeux l'avantage différentiel de la légitimité, tout ce qui nous vient de l'extérieur. Laisser faire, laisser passer, n'est pas une maxime qui s'applique au commerce des grains ou même des marchandises en général, mais à tous les flux, quels qu'ils soient. Nous résumons tout cela sous le terme de mondialisation. On aime à présenter celle-ci comme un fait ou une nécessité irrésistible. Assurément, les flux de la mondialisation sont une réalité.
Mais il faut ajouter immédiatement que ces flux ont d'autant plus de réalité qu'ils ont pour eux, à nos yeux, la légitimité. Flux de biens, de services, de capitaux, d'êtres humains, nous accordons à ces flux une légitimité de principe, et la preuve en est que les nations dans lesquelles nous vivons n'ont pas, à nos yeux, de légitimité opposable à ces flux. Tout ordre humain, Pascal nous le rappelle, doit joindre ensemble la force et la justice. Eh bien, jusqu'à une date récente, c'était dans la nation démocratique que nous joignions la justice et la force. Aujourd'hui, c'est dans les flux mondiaux que nous voyons les deux éléments se réunir. Lisez les considérants du pacte de Marrakech, que la plupart des gouvernements européens ont signé. Les rédacteurs partent du principe que les flux migratoires sont le phénomène le plus significatif du monde présent, le phénomène dont il faut partir et en tire la conséquence que les États constitués doivent s'adapter à ces flux et les faciliter de toutes les façons possibles. Bref, c'est dans les flux migratoires que la justice et la force se réunissent aujourd'hui. Face à eux, les États constitués, aussi démocratiques soient-ils, sont en position d'infériorité, aussi bien en ce qui concerne la force que la justice. Ainsi, nous vivons dans nos vieilles nations, mais la légitimité s'est déplacée vers l'humanité qui agit sur nous par la force et la justice des flux. On voit que, si la forme nation est très affaiblie, la forme Europe, censée lui succéder, est elle-même dans une situation fort précaire. Nous vivons en Europe, mais moins, si j'ose dire, que dans nos nations respectives. Elle a moins de réalité pour nous que nos nations. Elle a, il est vrai, plus de légitimité. Elle est plus vaste, plus universelle. Elle semble plus près d'être l'humanité, mais précisément, elle n'est pas l'humanité. Elle est finalement aussi loin que la nation d'être l'humanité. Et face aux flux mondiaux, elle est aussi désemparée et illégitime que les vieilles nations qui la constituent. Et ses frontières aussi difficiles à protéger et d'abord à justifier que les frontières nationales. D'où l'immobilité et la passivité dans lesquelles nous sommes encalminés. Nous vivons, pour ainsi dire, entre nos nations et l'Europe. Entre nos nations qui ont plus de réalité mais moins de légitimité et l'Europe qui a plus de légitimité mais moins de réalité. Bref, divisés entre l'Europe et nos nations, nous ne pouvons mener à bien l'opération pascalienne de joindre la justice et la force de quelque façon que nous nous y prenions. Pourquoi refusons-nous de voir notre situation telle qu'elle est ? Il est difficile, bien sûr, d'admettre que nous nous sommes engagés dans une impasse et qu'il n'y a d'issue ni du côté du retour à la nation, ni du côté de l'Europe. Un autre élément, cependant, contribue à expliquer notre aveuglement. J'ai souligné l'exaltation, le sentiment de supériorité qui était inséparable de la conscience de soi de la nation démocratique ou en voie de démocratisation, la conviction d'être parvenu au terme ou au sommet de l'histoire de l'esprit. Eh bien, ce sentiment, cette conviction, qui était portée et soutenue par l'orgueil national, ont survécu à la ruine de la légitimité nationale. Ils se nourrissent aujourd'hui étrangement du rejet de la nation, en se glorifiant d'être parvenus à l'ultime sommet de l'histoire de l'esprit, à savoir le point de vue de l'humanité sans frontières ni séparation. Se nourrissant du rejet de la nation, ils tentent à délégitimer et proscrire les mœurs et les règles, les institutions et en général les formes de vie qui définissaient la vieille nation. Comme si l'énergie spirituelle qui était dépensée jadis dans la construction d'une éducation commune et dans la rivalité avec les autres nations européennes ne trouvait d'autre débouché aujourd'hui que dans une sorte de guerre contre soi que chaque nation européenne conduit contre elle-même, occupée qu'elle est non plus à célébrer ses victoires et accomplissements, mais à faire l'inventaire de ses crimes et, en somme, à maudire tout ce qu'elle avait accompli lorsqu'elle était dans sa force. Ainsi, et je m'achemine vers la conclusion, nous sommes principalement en guerre contre nous-mêmes. Les nations européennes sont principalement en guerre contre elles-mêmes. Quoi qu'il en soit des potentialités de la forme nation en général dans les circonstances présentes, nos nations sont, avouons-le, aussi peu belliqueuses ou guerrières qu'il est possible. La question n'est pas courons-nous le risque que les nations européennes se tournent vers la guerre ou la fomentent. Elle est plutôt nos nations, séparément ou même ensemble, sont-elles encore capables de se défendre ? Si la situation que j'ai essayé de décrire perdure,
il paraît clair que l'ensemble européen s'effacera assez rapidement en tant que protagoniste majeur de la vie du monde. Soit qu'il entre dans la dépendance d'un ou plusieurs acteurs capables, éventuellement désireux de faire la guerre, soit qu'il soit disloqué par la force des flux qu'il se refuse à maîtriser. Certes, ce triste destin nous révulse, mais comment y échapper si la division entre nos nations et l'Europe est aussi paralysante que je l'ai décrite? L'analyse suggère qu'il sera très difficile de nous extraire du piège dans lequel nous nous sommes laissés glisser. Notre devoir civique est cependant de chercher les voies et les moyens pratiques de constituer une capacité de défense propre à l'ensemble européen. Comment retrouver les chemins de ce que j'ai appelé l'intériorité politique, afin que l'ensemble européen parvienne à se produire lui-même, à partir de lui-même, dans une mesure au moins suffisante pour persévérer dans l'être? Comment faire se rejoindre la réalité illégitime des nations et la légitimité passablement irréelle de l'Europe? Je ne vois pas d'autre démarche que de partir de la réalité des nations, de s'appuyer sur elle et, pour rattacher cette réalité à la légitimité européenne, de faire agir les nations européennes ensemble en direction de l'extérieur. Bien entendu, invoquer une Europe des nations ou de la collaboration entre les nations est aussi abstrait et déclaratoire que promettre une Europe fédérale ou post-nationale. La différence est cependant qu'une telle Europe des nations, si elle est suprêmement difficile à constituer, n'est pas strictement impossible, comme l'est l'Europe fédérale ou post-nationale. Quant aux suggestions pratiques, je me borderai à indiquer que les actions communes les plus unifiantes ou rassemblantes pour l'ensemble européen seraient sans doute celles conduites dans le domaine diplomatique, stratégique et militaire. Disons les choses ainsi, l'action risquée vers l'extérieur est ce qui rassemble le plus rapidement et le plus fortement les hommes. Dernière remarque, qui n'aura rien de guerrier, elle voudrait au contraire suggérer qu'il serait bon de mettre un terme à la guerre que nous menons contre nous-mêmes et contre notre histoire. Cela vaut aussi bien pour l'ensemble européen que pour ses nations constituantes. Si nous voulons nous produire nous-mêmes à partir de nous-mêmes, si nous voulons retrouver une certaine intériorité politique, il est indispensable que nous retrouvions, non pas certes sans critique, il n'y a aucun risque sur ce point, mais sans une hostilité de principe, les formes de vie familiale, sociale et religieuse qui ont caractérisé l'Europe au cours de son développement et qui, si elles ont nécessairement entraîné des exclusions, des oppressions, certes, n'en furent pas moins les principes fondateurs et nourriciers et les ressorts vivants de la vie européenne. Dans cette perspective, et je ne quête aucune popularité en disant cela, vous vous en doutez, dans cette perspective, raviver une disposition qu'on peut dire conservatrice serait particulièrement salutaire et même nécessaire. Si nous voulons être simplement des hommes en général, et qui plus est des hommes innocents, des hommes que rien ne rattache plus aux actions et institutions, et donc aux fautes de notre passé, alors nous ne serons bientôt plus rien. Il n'est pas question de renouer avec l'arrogance du XIXe et du premier XXe siècle. En vérité, c'est notre volonté ou prétention d'innocence qui prolonge cette arrogance européenne. Rentrons donc dans l'humanité commune et agissons comme des hommes agissants. Essayons donc d'être courageux avec le risque d'être lâches, d'être justes avec le risque d'être injustes, d'être prudents avec le risque d'être imprudents. Puisque nous mettons l'égalité au-dessus de tout, eh bien, agissons comme des hommes entre les hommes, et au lieu de prétendre à l'innocence, c'est-à-dire à une justice sans force, essayons d'être un peu plus forts, même au risque d'être un peu moins justes. Je vous remercie.